J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui chez Agora, ici télévision, Maïlis Payous, éditrice ayant développé dès son plus jeune âge un goût certain pour la littérature et l'imaginaire et s'est mise à écrire très jeune, après des études de communication, une année au Japon, et s'est établie à Montréal justement en 2012. Elle est détentrice d'un certificat en création littéraire et elle a créé sa maison d'édition Luxenox au début de l'année 2021. Elle est autrice de L'épopée de l'eau, une série de fantasy publiée aux éditions David en 2022. Elle a participé au Salon du Livre de Montreuil à Paris en 2022, celui de Montréal la même année, et a offert plusieurs ateliers, conférences dans des écoles d'Halifax du Nouveau-Brunswick en 2023. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora et je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Maïlis. Bonjour. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir. Vous avez deux chapeaux, éditrice et autrice. On va dire autrice, là, auteur ou autrice, là. Mais on va parler d'abord, dans un premier temps, de cette maison d'édition, cette belle maison d'édition que vous avez créée justement en 2021, Luxenox. Alors, c'est un titre justement expressif. Une maison d'édition dédiée à la littérature de l'imaginaire. Quand on parle de littérature de l'imaginaire, est-ce qu'on parle de science-fiction, de fiction? Voulez-vous nous dire plus justement sur cette ligne éditoriale? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, la littérature de l'imaginaire, ça englobe la fantaisie, la science-fiction et le fantastique. C'est parfois une littérature qui est moins reconnue. Pourtant, on connaît tous des univers issus de cette littérature comme ceux de Harry Potter, Game of Thrones ou Hunger Games. Je me suis spécialisée dans cette littérature parce que j'ai grandi avec elle et ça m'a donné la preuve que c'est un type de littérature qui nous fait évoluer, mais de façon ludique et agréable. C'est-à-dire que comme on y trouve forcément des thèmes irréalistes, ça permet au lecteur, à la lectrice de s'évader, mais quand on y aborde des sujets réels comme le développement personnel, le fait de grandir, de trouver sa place dans le monde, etc., c'est fait de façon plus délicate, moins frontale. Ça reste en sous-texte et on vit avant tout l'expérience d'un bon moment sans même réaliser qu'on n'est plus le même quand on a terminé le roman et que nous aussi on a grandi. Donc aux éditions Luxenox, je tiens justement à ce que ça reste des lectures auxquelles on accroche. Mhm. C'est pour ça que personnellement les plus compliments que je reçois, c'est quand on me dit que on a été bouleversé par le livre, que c'était difficile de quitter les personnages, qu'on y pense encore. Ça, c'est vraiment les commentaires que j'espère recevoir avec chaque publication. Lorsqu'il y a une publication, d'accord. Mais est-ce que vous êtes plus dédié à l'édition numérique qu'à l'édition des livres en papier ou bien est-ce qu'il y a un équilibre? Parce que, bon, en parcourant votre catalogue, j'ai eu comme l'impression que il y a un équilibre plus ou moins. Et puis, en plus, vous voulez faire plus de l'édition numérique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce niveau? C'est l'éternel débat du papier versus le numérique. Personnellement, je fais partie de cette génération de lecteurs pour qui le livre est soit un support, soit un objet de collection. Donc, je comprends ces lecteurs qui lisent sur un support numérique et qui n'achètent le format papier que pour leur titre préféré ou pour obtenir des éditions limitées parce que c'est mon cas. Mhm. Il y a des lecteurs pour qui flâner en librairie, demander conseil au libraire, sentir l'odeur des livres, ça fait partie de l'expérience de la lecture. Et il y a ceux qui aiment avoir accès à un grand répertoire de choix. Donc pour qui l'offre numérique apporte beaucoup d'avantages, d'autant plus que lire en numérique pèse quand même moins lourd sur le budget. Et ce sont en général des personnes qui lisent énormément. Ce sont deux types de lecteurs qui abordent, qui consomment la littérature différemment, mais en plus de ça, ils ne lisent pas non plus les mêmes choses. Donc, en tant qu'éditrice, mon objectif, c'est de proposer la bonne lecture pour le bon lectorat. Donc, je choisis le canal selon le type de roman que je veux publier. C'est parfois difficile pour moi de persuader des auteurs ou des autrices que leur texte aura plus de succès en numérique qu'en papier, justement parce que le lectorat auquel s'adresse le roman consomme en numérique. Parce que demeure encore aujourd'hui l'idée romancée selon laquelle on n'est pas un auteur si on ne tient pas le livre-objet entre ses mains ou si on n'est pas distribué en librairie. C'est toujours aussi l'enjeu de savoir ce qui est un livre et ce qui est un auteur. Personnellement, je pense qu'une bonne maison d'édition doit s'adresser à tous les lecteurs, peu importe le support sur lequel ils lisent, donc c'est ce que je m'efforce de faire. Excellent. Donc, pour répondre à votre question, je publie Oui. sur ces deux supports et selon le type de roman, je vais mettre l'accent sur un réseau de distribution plutôt qu'un autre. D'accord.
Dans votre catalogue, justement, en parcourant le catalogue, il y a des titres qui sont très imagés, là, imagés ou imaginés. Dans un premier temps, on a l'impression que c'est des titres hein, qui sont assez insolites. Je donne un exemple, Memento Mori, Embrusurus, etc. Voulez-vous nous donner une idée de ce catalogue? Et puis, est-ce que vous pensez que de tels titres risquent peut-être bien, probablement, de nuire à la réception, de nuire quant à la réception pour les lecteurs qui puissent les trouver, peut-être des titres pas à la portée de tout le monde? Quel est votre commentaire à ce niveau? Je pense que c'est loin d'être un problème, au contraire, parce que pour les amateurs de fantasy ou de science-fiction, ce genre de titre est familier parce que ça rajoute du mystère. Je pense par exemple aux Chroniques de Narnia. On ne sait pas ce qu'est Narnia si on n'a pas lu le livre. Ça fonctionne souvent comme ça en fantasy. Memento Mori, c'est un livre d'une autrice française dont le titre original est À ma vie, à ta mort. Et j'ai pris la décision de modifier le titre de l'édition québécoise pour que ça devienne Memento Mori. Et la réédition du titre original chez la maison d'édition française a changé et est devenue Memento Mori aussi. Donc, ce qui m'a fait très plaisir et qui m'a laissé penser que j'avais fait le bon choix. Euh, c'est vrai que ce genre de titre pourrait ne pas être compris s'il était posé sur des couvertures avec un fond de couleur uni, sans Mhm. rien derrière, comme c'est le cas pour d'autres genres littéraires. Mais l'important pour une couverture de fantasy, c'est de bien refléter l'univers. Donc, l'illustration a en réalité plus d'importance que le titre parce que le titre ne fait qu'accompagner l'illustration de couverture pour que quand on les découvre ensemble, on ait déjà un avant-goût de ce qu'on va lire. En imaginaire, forcément, on veut faire travailler l'imagination et on est le lecteur ailleurs déjà simplement avec une couverture. Donc là par exemple, si on parle de Memento Mori que j'ai ici, oui, c'est du Mhm. latin, mais on peut lire la petite traduction en bas qui dit Souviens-toi que tu vas mourir. On voit la jeune femme avec la semi-tête de mort. Oui. Donc, quand ce livre-là est catégorisé dans un rayon de fantaisie en librairie, ben, tout mis ensemble, le lecteur qui l'aperçoit saisit tout de suite l'atmosphère du roman, même si le titre est en latin. Magnifique, magnifique. Et puis là, c'est une couverture là, excellente. C'est un jugement préliminaire là, qu'on peut faire dans un premier temps. On va continuer à ce niveau. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Maëlys Payous. C'est mon invité d'aujourd'hui chez Agora, éditrice et autrice en même temps. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. J'accueille une éditrice courageuse, spécialisée dans l'imaginaire. Elle a un catalogue très intéressant. Maëlys Payous, on continue la conversation avec vous, toujours au niveau de votre ligne éditoriale. Il y a une touche pédagogique aussi, quelque part, au niveau de cette ligne éditoriale. Voulez-vous nous en parler? Oui, donc il y a une collection de livres à laquelle je tiens et dans laquelle je souhaite qu'il y ait une part de réflexion ou de pédagogie. C'est assez facile, par exemple, avec des romans futuristes, de la science-fiction, par exemple, surtout quand on sait que les plus grands livres de science-fiction ont été écrits par des scientifiques. Donc cette année, par exemple, j'ai une romance post-apocalyptique de Gabrielle English qui sort en avril, qui se passe à Montréal, dans un futur dans lequel l'ancien monde, donc notre monde, s'est effondré. Les survivants essaient de créer leur propre société, ce qui pose en sous-texte des questionnements sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans notre monde, par exemple. L'héroïne est la seule qui sait encore lire et elle essaye de trouver dans de vieux livres comment améliorer la vie des siens. Donc il y a aussi ce rapport à la lecture et est-ce qu'il peut améliorer notre vie. J'ai aussi un roman steampunk de Julie Desjardins qui sort cet été, dans lequel ce sont des scientifiques qui ont pris le pouvoir parce qu'à notre époque, les politiciens n'ont pas écouté les scientifiques, donc le monde s'est effondré, donc c'est forcément un enjeu très actuel. Et la question est, est-ce que les scientifiques ont réussi à bâtir un monde meilleur? Donc, j'ai toute une collection de livres comme ça qui parlent d'enjeux actuels ou d'idées de genre, l'identité de genre, etc. Mais ça reste, comme je l'ai dit plus tôt, comme c'est la littérature de l'imaginaire, le but c'est de passer un bon moment. Donc, ce ne sont pas des essais. Il y a une Mhm. intrigue, il y a de l'aventure, il y a des personnages attachants, il y a un début, il y a une fin. Ça reste une histoire à part entière.
Excellent. Alors, vous y Donc allez ça, c'est pour la ligne. avec de l'originalité. Je vous en prie pour ne pas vous couper la parole. Continuez, je vous en prie. Oui, non, je voulais dire que ça, c'est pour ma ligne éditoriale, mais j'essaie aussi de faire de la pédagogie avec mon statut de directrice de maison d'édition. Donc, je fais par exemple des lives sur Instagram pour parler de la réalité du monde du livre. Mhm. J'essaye de donner des pistes aux auteurs pour les aider à améliorer leur roman et les aiguiller sur ce qui est important pour un éditeur comme moi, comment j'évalue les manuscrits que je reçois. J'essaie aussi de démystifier le monde de l'édition pendant mes ateliers conférences en école secondaire. Je suis aussi active sur LinkedIn où là, j'avoue, je décante. Je parle de la difficulté des petits éditeurs comme moi parce que le monde de l'édition, c'est un univers que je trouve très opaque. Les idées reçues sont assez nombreuses et j'aimerais pouvoir éclaircir tout ça auprès du public. Donc, j'essaye de faire de la pédagogie dans les livres avec des romans qui parlent, des romans actuels parce qu'un roman, c'est le reflet de son époque, même en imaginaire, et à travers mon statut d'éditrice. Excellent. On va éclaircir justement cette question des enjeux, des difficultés, parce que j'imagine que ce sont les mêmes enjeux auprès de la plupart des éditeurs. Mais d'abord, aussi, justement, pour ce qui est de votre ligne éditoriale, il y a des projets, il y a un concours plus ou moins d'écriture que vous avez initié récemment. Au niveau du conte, là, on dirait qu'il y a un soin, vous prenez soin de la langue quelque part, ou de la sauvegarde du patrimoine oral, comme le conte, c'est pas rien ça. Quels sont les grands traits de ce projet, justement? Oui, donc l'année dernière, on a lancé notre premier concours qui était un concours de réécriture de contes. En premier lieu, le concours a été fait parce que attirer de nouveaux talents, parce que je publie souvent, surtout en fait, des premiers ou des seconds romans d'auteurs et d'autrices. Et les concours sont très populaires, surtout sur les réseaux sociaux, parce que souvent ceux qui souhaitent écrire ont besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer. Et quand on leur propose un thème qui les inspire, ben là, ils sont partis, puis ils peuvent écrire de très belles choses. Et le conte, c'est merveilleux parce que justement, c'est à l'origine une tradition orale. On en a couché sur papier des versions plus ou moins permanentes. Mhm. Comme je disais, un livre, c'est le reflet de son époque. Et je pense que c'est important de continuer à faire vivre ces contes avec des enjeux qui nous touchent, en y ajoutant des enjeux qui nous touchent actuellement. C'était notre premier concours l'an dernier. On a quand même reçu une trentaine de manuscrits. On a annoncé la gagnante il y a quelques jours. C'était Amélie qui a proposé une réécriture de La Princesse au petit pois. Donc son roman va paraître cette année. Et ce qui est vraiment réjouissant pour moi, c'est que même dans leur lettre d'intention, plusieurs auteurs ont dit que ben, c'était pas grave s'ils n'étaient pas retenus, mais qui nous remerciaient d'avoir lancé ce concours parce que la simple expérience d'écrire et de proposer leur texte, ben, pour eux, c'était déjà gagné, c'était déjà une belle expérience. Donc ça veut dire que les concours, ça permet d'inciter à l'écriture et forcément d'inciter à la lecture parce qu'il n'y a pas de secret, plus on lit, mieux on écrit. Donc, on a décidé de lancer un second concours qui a été annoncé récemment sur les réseaux sociaux. Donc, si des auteurs en herbe nous écoutent, je les invite à aller regarder ça. Excellent. On va parler des obstacles, des enjeux que vous rencontrez quant aux subventions apportées aux maisons d'édition générales au Canada. On connaît certains noms d'institutions qui sont dédiées, par exemple, à l'aide à l'édition au livre, aux éditions des livres en général. Quels sont les obstacles que vous rencontrez, Maëlys Payos, à ce niveau? Voulez-vous nous en parler? Mais c'est la grande question parce que l'argent, même si on travaille dans l'art, ça reste toujours le nerf de la guerre. Il y a des subventions qui existent, donc il y a de l'argent, mais c'est extrêmement difficile d'y accéder. D'ailleurs, personnellement, je n'ai pas encore réussi. Les critères pour être éligible, donc c'est-à-dire même pas pour recevoir les subventions, mais juste pour avoir le droit de les demander, sont assez rigides et ça peut même influencer les lignes éditoriales des maisons d'édition. Euh, et c'est le cas. Il arrive qu'on choisisse des titres en vue de pouvoir demander ces subventions, donc ça a une très grosse influence sur les choix éditoriaux des maisons d'édition. Ce que je trouve dommage personnellement, c'est que parfois le processus fait qu'on en oublie le côté humain de l'art, on oublie qu'on est dans un milieu artistique et novateur, au profit de considérations plus mercantiles telles qu'il faut qu'on atteigne un certain chiffre d'affaires et c'est pas très important si on publie de la qualité ou pas. Les issues que je préconise, ben, en réalité, je dirais qu'il ne faut pas forcément compter sur ces subventions. En tout cas, certainement pas au moins les 5 premières années et il faut trouver d'autres solutions pour être viable. OK.
mais encore, je pense qu'il y a certaines issues peut-être, parce que là, il y a l'enjeu du livre numérique comme celui du papier, le regard maintenant qu'on porte au livre papier. Donc c'est tout un défi aussi pour les donneurs de subventions en général. On va rebondir sur cette question, on va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Maïlis Payos est mon invité aujourd'hui chez Agora, ici Télévision. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. J'accueille une éditrice, une jeune éditrice très courageuse, qui a beaucoup d'idées et qui a un catalogue assez intéressant. On était en train de parler justement des obstacles et des issues. Alors, déjà, c'est interpellant quand vous dites que vous éditez des livres, mais vous n'avez pas de subvention. J'ai envie, dans un premier temps, de vous dire comment est-ce que vous faites. Et puis après, vous pouvez enchaîner avec la suite des issues à préconiser, hein. Oui, bah écoutez, euh, pour être très honnête, je pense que monter sa maison d'édition, être éditeur au tout début, c'est quand même un privilège de nanti. C'est-à-dire qu'il faut être certain de pouvoir avoir assez de fonds de roulement, donc assez de capital pour survivre les premières années, étant donné que le monde du livre, c'est un univers qui est très lent. Donc à partir du moment où on sélectionne un manuscrit, jusqu'au moment où on a les premiers retours des ventes, il peut s'écouler plus d'un an, voire deux. Ce qui signifie qu'il faut avoir le fonds de roulement suffisant pour tenir ces 2 premières années, ou au moins la première année. Et quand on publie une dizaine de titres par année, vous vous doutez bien que ça va très vite. Donc moi, personnellement, c'est certain que j'avais des fonds personnels, puis j'ai vraiment mis tout mon cœur, toute mon énergie et aussi toutes les économies que j'avais dans ce projet-là. Et j'espère que ce sera récompensé un jour avec l'obtention de ces subventions. Mais en réalité, malheureusement, si on n'a pas des fonds pour démarrer, ça peut être très difficile de monter sa maison d'édition si on veut publier du papier. Oui. Évidemment, si on veut publier du numérique, là, c'est très différent et on peut avoir beaucoup plus de liberté. Oui, exactement. Mais publier aussi le livre papier, il y a Conseil des arts du Canada, je pense qu'il y a SODEC, si je m'abuse, peut-être d'autres institutions assez potentielles. J'imagine qu'ils demandent au moins 2 œuvres publiées, est-ce que c'est bien ça? Pour Non, que la subvention soit octroyée? c'est au moins 6. Oh, Il 6, y mon a Dieu. Mais c'est pas n'importe quelles 6 œuvres. Donc, c'est-à-dire que, Mhm. par exemple, un catalogue sur une vingtaine de livres, j'en ai pas la moitié qui est éligible, par exemple. OK. Et la SODEC, gouvernement du Canada, il faut qu'on ait un chiffre d'affaires de 50 000 $ par année. Donc, je vous laisse Oui, imaginer, pour avoir ce chiffre d'affaires de 50 000 $, déjà combien d'argent à l'origine on a pour dû les ventes, oui. injecter, qui est ce Mhm. retour sur investissement. Oui, Le CAC a moins de critères. Par contre, il y a forcément beaucoup plus de demandeurs. Les retours que j'ai eus, très honnêtement, c'était que on avait tellement peu de chances d'être sélectionné que c'était probablement pas la peine de mettre l'effort sur ces demandes-là. Parce que quand on est seul ou peu nombreux à la tête d'une maison d'édition, c'est toujours la question de où est-ce qu'on veut mettre nos efforts. Donc, si on met par exemple une centaine d'heures pour faire une demande de subvention et qu'on ne l'obtient pas, mais c'est toujours ce rapport de où est-ce qu'on met notre temps pour que ça ait un retour concret, en fait. oui. Et puis, vous venez de le dire, justement, quand il y a beaucoup de demandes, la problématique, elle est posée, parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde, mais finalement, il y a toujours des quotas quelque part. Mais enfin, la persévérance est une vertu, là, il faut retenir ça, là. On va parler des perspectives de publication qui s'en viennent chez Luxenox. Maïs Payous, c'est à vous. Oui, donc cette année, on va sortir 8 titres qui seront disponibles en librairie. Mhm. On a notamment un très gros titre qui va paraître à l'automne, qui n'a pas encore été annoncé publiquement. Donc,
Je ne peux pas nommer le titre, mais c'est un best-seller anglais qui a été traduit en français partout dans le monde, sauf au Québec, et que les éditions Luxenox vont pouvoir proposer cette année. Donc on a bien hâte parce qu'il y a aussi cette réalité du fait qu'au Québec, on n'a pas forcément accès à certains titres qui sont pourtant publiés en français partout dans le monde, mais pas au Canada. Donc on essaye de travailler là-dessus pour pouvoir proposer ces titres-là. On va aussi lancer donc une collection romance qui sera avant tout numérique, dont les premiers titres devraient sortir au second semestre. C'est certain que donc on est toujours limité par les coûts. On parlait plutôt des subventions ou, en ce qui me concerne, de l'absence de subventions. D'où également l'idée que cette collection exclusivement numérique limite les coûts en termes d'impression, puisque les copies papier seront quand même disponibles, mais sur notre site web. Mais ça limite également le gaspillage, parce que quand un livre est en librairie, ça veut dire en général qu'on en imprime plus que ce qui sera effectivement vendu. Mais on tient à rester en librairie le plus possible parce qu'on veut travailler avec les autres professionnels du livre. Et c'est pour ça que plus du tiers de la collection sera disponible en papier en librairie. Et on pourra y retrouver donc La Perle Verte qui a gagné notre concours de réécriture de contes. On pourra y trouver de la dystopie, du steampunk, de la romance. On aura du choix pour tout le monde. Excellent. Il reste à peu près 1 minute ou 1 minute 30 à peu près. Que conseilleriez-vous à un jeune éditeur qui veut faire carrière justement comme éditeur au Québec et au Canada? C'est quoi vos conseils justement, brièvement? Brièvement, ce serait choisir ses objectifs. Moi, Mhm. j'ai fait plusieurs erreurs dans ma maison d'édition, je le reconnais. Il faut faire des choix, il faut choisir quel type d'éditeur on veut être pour construire son catalogue, établir les prochaines étapes. C'est un métier de cœur, mais c'est aussi un métier de tête. Il faut savoir où on va, comment on va y aller. On en a parlé plus tôt, mais moi, j'essaye de partager mon expérience le plus possible. Donc, je prévois lancer une chaîne YouTube dans les prochaines semaines, justement pour partager mes connaissances aux auteurs, à ceux qui veulent monter une maison d'édition ou même aux entrepreneurs et pour les amoureux de la lecture. Parce que c'est un monde opaque, la façon dont on travaille est différente de l'idée qu'on s'en fait. Et je voudrais que mon travail soit mieux compris pour éviter que d'autres fassent les erreurs que j'ai commises et espérer recevoir des manuscrits qui sont peut-être plus alignés avec la réalité du monde actuel de la littérature. Excellent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Maëlys Payos, directrice des éditions Lux et Nox. Il y a un site web? Est-ce que vous avez un site web? Oui, non? Je vous en prie. Oui, bien sûr. Édition Lux et Nox, on a un site web, donc vous pouvez nous contacter. On est très présent aussi sur Instagram. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Agora chez ICI Télévision. Prochain rendez-vous jeudi prochain à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.